Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de la nouvelle Fiat 500 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. Retour en 1936, c'est l'année de lancement de la toute première Fiat 500, la Topolino, et oui, c'était il y a 85 ans. 21 ans plus tard, sortie de la Fiat 500 de deuxième génération, la Nuova 500, et puis plus rien. Il faudra attendre 2007 et l'idée de Fiat de relancer la Fiat 500 pour voir apparaître la troisième génération dont les lignes sont largement inspirées de la Fiat 500 de deuxième génération, ce qui fera d'ailleurs son succès avec ce style néo-rétro, un style qui d'ailleurs sera légèrement modifié mais sans toucher à l'essence même du design de la Fiat 500 en 2015 pour lui permettre de prolonger sa carrière. 4 mars 2020, celle qui devait être présentée au Salon de Genève, qui n'a pas eu lieu pour cause de crise sanitaire, vous le savez, eh bien, est finalement présentée à Milan. C'est donc la Fiat 500 de quatrième génération. Différence majeure par rapport aux précédentes. Le style, lui, il est toujours le même, mais par contre, sous le capot, ça change. Elle est maintenant 100% électrique. Alors est-elle bien armée en 2021 pour affronter la concurrence? Eh bien, la réponse dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, dimanche à 18 h, on a rendez-vous avec non plus l'Italie mais les États-Unis, dans l'esprit en tout cas, et l'essai de la Jeep Compass 4xe ou 4xe. Vous prononcez comme vous voulez, c'est la version hybride rechargeable. D'autres essais très électrisants à venir durant les prochaines semaines, croyez-moi, je vous en reparle à la fin de cet essai. Pas de doute, au premier regard, cette voiture que vous avez sous les yeux est bien une Fiat 500 qui respecte les codes de la Fiat 500, ceux qui ont fait le succès de la micro-citadine depuis tellement d'années maintenant. Cette quatrième génération est toujours aussi craquante et elle a grandi une fois de plus. Elle a pris quelques centimètres dans toutes les directions. Sa longueur, c'est maintenant 3,63 m, sa largeur 1,68 m et sa hauteur 1,53 m. Ce qui a grandi également, c'est son empattement de 2 cm, donc la distance entre les roues avant et les roues arrière. Alors ça ne va pas permettre à cette voiture d'accueillir des rugbyman à l'arrière, on verra ça dans un instant, mais c'est toujours ça de prix évidemment. On est loin du petit pot de yaourt original, mais cette voiture, on est toujours dans l'esprit finalement de cette petite voiture italienne qui traverse les époques maintenant depuis plusieurs décennies. Au niveau de l'extérieur, il y a 3 types de carrosseries en fait qui sont disponibles sur cette nouvelle Fiat 500 de quatrième génération. La berline que vous avez sous les yeux, c'est la version la plus accessible. La version cabrio qui est elle aussi encore plus craquante évidemment, qui est bien dans les codes de l'Italie et de la Fiat 500. Et puis la Tre più uno, c'est-à-dire la 3+1, qui dispose de 2 portières, du haillon et d'une portière à ouverture antagoniste côté passager ici, pour faciliter l'accès aux places arrière évidemment. Au niveau des détails, quelques petits détails qui font tout le charme de la Fiat 500, des petits détails où on se dit que les designers de chez Fiat, eh bien, ils se sont fait plaisir et ça nous fait plaisir. Alors on a ce petit stripping ici sur le côté, on a, alors ça c'est pas un détail du tout, c'est les portières qui sont à ouverture électrique comme dans une Tesla Model 3, on verra ça à l'intérieur dans un instant. Et puis alors, autre petit détail, à l'avant, on a ces sortes de sourcils qui viennent souligner le regard, ou plutôt surligner le regard de la Fiat 500 de quatrième génération. Et puis alors ces rappels de clignotants ici qui sont complètement en relief. Moi je trouve ça plutôt sympa. Et vous, que pensez-vous du design extérieur de cette nouvelle Fiat 500? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Sous le petit capot de la Fiat 500 électrique, capot avec vérin hydraulique s'il vous plaît, eh bien on retrouve un moteur synchrone à aimant permanent, on ne peut pas le louper, il occupe tout l'espace disponible, l'espace qui n'est pas bien grand évidemment. Moteur électrique synchrone à aimant permanent qui développe 118 chevaux et propose un couple de 220 Nm, ce qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 9 secondes. C'est moins bien qu'une mini électrique, mais c'est mieux que la Twingo.
Pour alimenter son moteur électrique, cette Fiat 500 électrique peut compter sur une batterie d'une capacité de 42 kWh brut, c'est-à-dire 37,3 kWh utile. Batterie qui est située sous le plancher, ce qui abaisse le centre de gravité. C'est tout bon pour le comportement. On verra ça tout à l'heure sur la route. Alors combien de kilomètres est-il possible de parcourir avec cette voiture? Pour l'autonomie réelle, ce sera tout à l'heure en fin d'essai. L'autonomie théorique, elle est située entre 312 et 321 km en fonction du niveau d'équipement et selon la norme WLTP. Concernant la recharge à présent, ça se passe à l'arrière, vous le voyez du côté droit, avec sous la trappe de recharge, et bien tout d'abord un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, puissance du chargeur embarqué 11 kW, ce qui va permettre une recharge complète sur une borne dédiée en 4 heures à peu près, comptez 15 heures sur une prise domestique simple. La recharge sur le courant continu est bien sûr possible également avec cette voiture. On monte jusqu'à 85 kW de puissance, pas plus malheureusement, accepté par cette voiture. Cela dit, compte tenu de la taille de la batterie, et bien si vous utilisez le combo CCS, la prise combo CCS sur un chargeur rapide à courant continu, et bien on sera dans la norme, hein. Vous allez récupérer 80% de batterie en 30-35 minutes, ce qui est un petit peu la norme actuellement. Voilà pour la recharge sur cette voiture. Toujours concernant la recharge, cette voiture, vous vous dites, je vais l'utiliser principalement en ville, je vais recharger à la maison et donc pas besoin d'une carte de recharge. Eh bien, détrompez-vous parce que notre partenaire, par exemple, Eddy Electric by D'Ieteren, propose bien sûr sa carte de recharge, mais également tout un écosystème autour de la recharge avec des bornes, des solutions de recharge, notamment le split billing, la refacturation automatique à votre employeur si vous utilisez votre voiture électrique comme voiture de société et que donc votre employeur prend en charge les frais liés à l'électricité. Donc ça, c'est le split billing. C'est possible aussi via l'écosystème proposé par Eddy Electric by D'Ieteren. Et donc forcément, Eddy propose également des bornes de recharge, dont 2 qui sont connectées. L'avantage, c'est que quand vous l'avez installé à la maison, eh bien vous pouvez badger pour recharger. Donc ça veut dire que personne d'autre ne peut venir utiliser votre borne à votre insu. Et en plus, vous pouvez profiter de tout l'écosystème et notamment ce que vous retrouvez sur le site de Eddy pour pouvoir monitorer votre borne de recharge, voir si tout se passe bien, voir les différentes factures, etc., la refacturation automatique. Bref, avoir accès à tout l'écosystème autour de votre voiture électrique, même si vous l'utilisez essentiellement pour la recharge à la maison. Cela dit, je vous rappelle quand même que cette carte, d'une part, elle est gratuite, pas de frais d'activation, pas de frais d'abonnement, et en plus, elle vous donne accès à plus de 100 000 points de recharge partout en Europe. Voilà un frein supplémentaire qui est éliminé si un jour vous vous dites, tiens, j'irai bien faire un tour. Même si on n'achète pas une Fiat 500 pour son volume de chargement, allons tout de même faire un petit tour du côté du coffre. 185 litres, c'est le volume de chargement disponible dans cette Fiat 500 électrique. On passe à 550 litres quand on rabat complètement la banquette arrière qui ici, vous le voyez, est fractionnable 50-50. C'est proposé de série ou en option en fonction des finitions. Que peut-on retrouver sous le plancher? Eh bien, sous le plancher, il y a un petit espace de rangement qui est disponible. Espace de rangement qui accueille le câble de recharge domestique, celui qui est proposé de série avec la voiture, l'autre câble pour la recharge sur une borne étant lui proposé en option. Avant de m'installer au volant de cette Fiat 500 électrique, avant de vous faire découvrir le tableau de bord, eh bien me voici comme d'habitude installé à l'arrière. Alors contrairement à d'habitude justement, je ne suis pas installé derrière le siège avant qui est réglé comme pour moi, mais bien derrière le siège passager parce que vous le voyez 1,90 m à l'avant, à l'arrière, il n'y a plus de place. Donc ce sera vraiment réservé à de très jeunes enfants ou bien si vous mesurez moins d'1,90 m, évidemment il y aura un petit peu plus de place à l'arrière. Cela dit, la garde-toit n'est pas gigantesque non plus. Au niveau équipement, il n'y a juste rien du tout ici à l'arrière. Donc voilà, ce sera réservé à des jeunes enfants pour des courts trajets. Et après tout, c'est pour ça que cette micro-citadine a été construite. C'est pour la ville avant tout. Alors je peux quand même tenter de m'installer, vous le voyez ici, derrière le siège passager. Et si je ne rabats pas complètement, alors si je rabats complètement mais sans reculer le siège, eh bien ça fonctionne. Je pourrais faire quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres comme ça, mais pas plus. Voilà, cette Fiat 500, vous ne l'achetez pas pour son coffre, vous ne l'achetez pas non plus pour les places à l'arrière. Bienvenue à bord de cette Fiat 500 100% électrique. Alors d'emblée, vous le voyez, contrairement à la concurrence qui propose des intérieurs souvent plus tristes, trop tristes, s'installer au volant de la Fiat 500 électrique, c'est déjà un goût de voyage. Voyage vers le sud, voyage vers le soleil, évidemment. Visuellement, la qualité d'assemblage est très correcte. Les matériaux, par contre, sont assez basiques, avec des plastiques durs un petit peu partout. Mais cette voiture, on a envie de tout lui pardonner, tant elle vous plonge dans un univers qui est très feel good. Pardonnez-moi cet anglicisme.
Malgré mon 1,90 m, j'ai trouvé facilement ma position de conduite idéale, c'est un bon point. Une fois installé, mention spéciale pour le volant que je trouve plutôt réussi et puis très agréable à utiliser également. Perso, vous l'aurez compris, je suis assez fan de cet intérieur qui est très cohérent par rapport au style néo-rétro de la voiture et à son évolution constante sans jouer la carte de la révolution. Et vous, que pensez-vous de l'intérieur qui en plus est largement personnalisable, tout comme l'extérieur d'ailleurs? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Je vous propose à présent de décrire les éléments qu'on va retrouver sur le tableau de bord de cette Fiat 500 100% électrique. On va commencer par la portière conducteur. En partie haute, on a le bouton de déverrouillage électrique, comme dans une Tesla Model 3, je vous le disais à l'extérieur. Au niveau de la coudoir, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques. Et puis en partie basse, le bouton d'ouverture d'urgence de la portière en cas de défaillance du système d'ouverture électrique. Donc c'est exactement comme sur la Tesla Model 3. Et pour vanter les mérites de ce bouton supplémentaire, quand je suis allé chercher la voiture, ils m'ont dit « vous savez, si la voiture tombe dans l'eau, par exemple. » Eh oui, c'est pas con, hein, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais c'est pas con. Concernant le volant, à gauche du volant, sur le tableau de bord, on a le son des capteurs de parking, on a l'anti-patinage, le feu anti-brouillard, le réglage de l'assiette des phares également. Et puis au niveau du volant proprement dit, j'adore ce volant vraiment. À gauche, on a le pad de commande de l'écran instrument sur lequel on va revenir dans un instant, les commandes liées au téléphone et également les commandes vocales. À droite, on a le régulateur limiteur de vitesse qui fonctionne plutôt bien, on verra ça sur la route tout à l'heure. Et puis derrière, eh bien, on a des boutons supplémentaires. Alors vous ne les voyez pas là, mais ça se trouve ici derrière le volant, à gauche et à droite. Celui de gauche, eh bien, il permet de changer de station, précédent, suivant, de changer de source sonore également, AM, FM, DAB+, CarPlay, Android Auto, etc. Et puis derrière, ici à droite, on a bouton de volume plus et moins, et au centre, le bouton mute. Ensuite, les commodos, c'est du traditionnel. Les phares à gauche avec le bouton de l'alerte de franchissement de ligne, et puis les essuie-glaces avant-arrière du côté droit. Derrière le volant, l'écran instrument de 7 pouces qui est pilotable donc depuis la partie gauche du volant. Alors je peux vous montrer ça, hein, bien évidemment. On a ce qui se fait actuellement, hein, c'est-à-dire un fonctionnement horizontal et vertical. Donc horizontal, on peut passer sur voilà, les données de conduite, les informations relatives à l'assistance, également les entretiens ici, les infos véhicules. On a un rappel de la fonction audio en cours et on peut afficher également ici, voilà, vous le voyez, ça charge, eh bien la carte de la navigation qu'on retrouve également sur le grand écran, mais qu'on peut retrouver ici derrière le volant. C'est assez pratique. Et puis également des réglages par rapport à cet écran et on revient sur l'écran par défaut. Donc ça, on peut piloter par ici. Ça fonctionne vraiment bien. Et aux endroits où c'est possible, sur le bouton Home par exemple, eh bien on a en haut, en bas pour avoir un autre affichage, un affichage différent. Donc je dirais que c'est assez complet, hein, ce qu'on peut retrouver sur cet écran, écran de 7 pouces, donc personnalisable. On peut réellement retrouver les petites infos qu'on a envie d'y retrouver, se le personnaliser. Je trouve ça assez chouette. Et puis en plus, on garde le design typique avec cet ensemble rond, etc. Même si l'écran lui-même est carré, mais on a quand même une notion de rondeur sur cet écran et c'est plutôt sympa. En haut de la console centrale, le deuxième écran, l'écran central bien large de 10,25 pouces, on y revient dans un instant. En partie intermédiaire, ensuite, on a les feux de détresse, on a également le verrouillage centralisé et puis les aérateurs qui se fondent dans ce bandeau unique qui s'étire de gauche à droite. Ça me fait d'ailleurs un petit peu penser à la Honda i. Ensuite, le bouton de démarrage de la voiture qui se trouve ici et puis les touches physiques pour la climatisation qu'on va retrouver ici sur une seule ligne. On a ensuite un très pratique vide-poche avec système de recharge par induction sur cette finition. Il est en option sur certaines finitions également. Renseignez-vous là aussi sur le configurateur en ligne. On a également une prise USB-A qui se trouve ici. Le sélecteur de vitesse via des touches. Ici, il n'y a pas plus simple, hein. Parking, marche arrière, point mort et la fonction drive pour démarrer. Et puis, si on descend encore, vous voyez qu'il y a un bel espace qui est disponible ici. On arrive ensuite à la console centrale entre les sièges. Console entre les sièges qui démarre avec un porte-gobelet qui est très astucieux, qui peut en fait être replié dans la console quand il n'est pas utilisé. Moi, je trouve ça plutôt chouette, plutôt sympa. Quand on n'en a pas besoin, eh bien, il sait se faire discret et ménager du coup un espace ici entre le siège conducteur et le siège passager. On a ensuite le frein de parking électrique. Et puis ensuite, eh bien, à gauche, les modes de conduite qu'on détaillera sur la route. Et puis à droite, le volume du système d'infodivertissement avec la fonction mute activable avec une pression sur la roulette et accessible donc également depuis le siège passager.
Pour piloter certaines fonctions de votre Fiat 500 électrique, vous pouvez passer par l'application Fiat qui vous permet de contrôler certaines fonctions de votre voiture à distance depuis votre smartphone. J'ai pas malheureusement eu l'occasion de le tester cette semaine pour des raisons techniques, mais voilà, ça existe, sachez-le. Avant de prendre le volant, petit coup d'œil du côté du système d'infodivertissement. C'est une première dans cette voiture, le système Uconnect de 5e génération, alors qui fonctionne globalement très très bien, mais qui a connu quand même quelques petits bugs mineurs durant cette semaine de test. Notamment, à un moment donné, il est revenu en italien. Voilà, c'était que l'italien, retour aux sources probablement. Il s'est remis en italien, j'ai dû le remettre en français. Et puis l'affichage de la radio qui connaît quelques bugs également quand on passe d'une radio à l'autre. Donc là, par exemple, je suis sur Radio Contact, vous l'entendez. Voilà, je vais passer maintenant sur Top Radio. Tout fonctionne correctement. Par contre, si je veux passer sur Bel RTL, le son est bien celui de Bel RTL, mais on a toujours Top Radio qui est affiché ici. Et si je reviens sur Radio Contact, eh bien là, tout va se remettre normalement. Voilà. Donc voilà, des petits bugs comme celui-ci, j'en ai connu quelques-uns. Alors rien de bien grave, hein. Mais voilà, c'est un système qui en plus peut être mis à jour over the air, moyennant une connexion Wi-Fi. Vous allez pouvoir mettre à jour les fonctions du système d'infodivertissement sans devoir obligatoirement passer par le concessionnaire. Et ça, c'est plutôt pas mal, plutôt évolutif pour permettre d'ajouter des choses par exemple. Alors justement, ajouter des choses, c'est ce que vous pouvez faire sur ce système puisqu'il est basé sur le principe des widgets. Si on revient sur l'écran d'accueil, vous le voyez ici, voilà, je peux mettre le doigt ici et on peut déplacer les widgets, des widgets que vous allez pouvoir ajouter en nombre, hein, vous le voyez, ici des raccourcis notamment, et puis on peut ajouter une page et vous pouvez ajouter autant de widgets que vous le souhaitez sous une forme diverse et variée, soit plutôt grande, soit des petits raccourcis comme ici avec Android Auto et Apple CarPlay. Voilà, donc c'est un système qui est plutôt efficace. Là au-dessus aussi d'ailleurs, il est possible de rajouter des widgets. Voilà, ici vous avez les catégories, récents, etc. tous, et vous allez pouvoir aussi rajouter, mettre ça en exergue, voilà, et avoir vraiment personnalisé complètement votre écran ici. C'est assez pratique. Alors ça demande un petit temps d'adaptation au début, mais franchement au final on s'y retrouve et le système il est bien né et il fonctionne plutôt bien, ce nouveau système Uconnect. Donc on a un menu avec raccourci sur la gauche, un menu sur le haut ici que vous allez pouvoir personnaliser, et puis si on revient sur l'écran d'accueil ici, eh bien vous avez tous ces widgets que vous allez pouvoir utiliser. Alors menu ici, traditionnellement c'est le menu des réglages de la voiture. Vous allez pouvoir avoir ici eh bien, le menu du téléphone. Vous allez pouvoir avoir ici la navigation qu'on retrouve donc également si on le souhaite sur l'écran instrument. Ici les notions de confort, c'est-à-dire la climatisation, donc qui se commande ici mais qui peut se commander ici également. Les fonctions médias avec les différentes sources sonores que vous pouvez personnaliser aussi, hein. Vous pouvez avoir des raccourcis différents ici si vous utilisez par exemple la radio AM, hein, pourquoi pas, eh bien vous pouvez rajouter ce raccourci AM si vous le souhaitez, et puis donc l'écran par défaut avec les widgets. Voilà en gros comment ça fonctionne vraiment bien. Personnalisable, customisable, évolutif grâce à la fonction de mise à jour over the air. Voilà pour ce système d'infodivertissement de Fiat, le Uconnect de 5e génération. Bonne nouvelle, la carte embarquée ici, elle indique les stations de recharge, ça c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est que j'ai utilisé cette semaine Apple CarPlay et ça fonctionne sans fil. Et ça franchement, en combinaison avec le chargeur à induction, c'est vraiment sympa. Premier tour de roue dans cette Fiat 500 100% électrique, et dès les premiers tours de roue, ce qui frappe, c'est la luminosité. La luminosité amenée entre autres par le toit panoramique qui est proposé en option, et un toit panoramique dont les passagers avant peuvent aussi bénéficier. Vous me direz si c'était uniquement réservé aux passagers arrière, étant donné qu'à l'arrière vous n'allez pas mettre souvent du monde, ce serait un petit peu dommage. Donc l'avantage ici, c'est que le toit il va très très fort en avant, le poste de conduite est très fort en arrière, et donc on peut profiter en étant à l'avant, en levant les yeux, on peut profiter de ce toit panoramique, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc ça, c'est vraiment un gros plus. On est vraiment baigné de lumière, et spécialement quand il y a un peu de soleil comme aujourd'hui. D'autres points positifs dès le démarrage, ce sont bien sûr la vivacité avec laquelle la voiture réagit. C'est très agréable, c'est un must hein, pour une voiture qui est destinée à un usage urbain. Des démarrages, on en fait forcément régulièrement en milieu urbain, et donc d'avoir des démarrages aussi vifs, c'est très agréable. Et puis on a quand même un bon niveau de confort. Alors, on n'est pas dans une limousine évidemment, mais compte tenu du fait que cette voiture est à la base une micro-citadine, une citadine, on a quand même un très bon niveau de confort, et je dirais que c'est une voiture qui globalement, dès qu'on s'installe à son volant, est vraiment très agréable.
Au niveau des sièges, au niveau des réglages des sièges, c'est assez basique, hein. On a un réglage évidemment en profondeur, réglage en hauteur pour le siège conducteur. Donc c'est assez basique et pourtant malgré mon 1,90 m, j'ai rapidement trouvé ma position de conduite idéale et j'ai pas ressenti de fatigue particulière, même sur plusieurs dizaines de kilomètres. Durant cette semaine d'essai, j'ai parcouru, alors le plus long trajet c'était 100 km et après 100 km, je me sentais pas du tout courbaturé, j'avais pas tendance à avoir mal dans les jambes ou ça tire, etc. Ce qui est parfois un petit peu le cas quand on est d'emblée mal installé. Ici, c'est pas du tout le cas. Je me suis senti d'emblée plutôt bien installé et donc ça vient parfaire cette sensation globale de confort qu'on ressent à bord de cette voiture. Concernant les aides à la conduite, j'étais assez bluffé de retrouver autant de systèmes embarqués à bord de cette voiture. Alors tout n'est pas de série évidemment, il y a des équipements qui sont optionnels. Cela dit, on peut quasiment tout avoir dans cette voiture. De série, il y a déjà des équipements comme la lecture de panneaux, comme le front assist, le freinage d'urgence. Et puis en option, il est possible d'avoir pas mal de choses jusqu'à un système semi-autonome de conduite qu'on peut retrouver dans des voitures qui en général sont dans des segments largement supérieurs et à des prix largement supérieurs. Ici donc, on a un système de copilotage ou de pilotage semi-autonome de la voiture qui, quand on l'enclenche, eh bien, franchement, maintient parfaitement la voiture au centre de la voie, maintient parfaitement la vitesse qu'on aura déterminée et peut même, à la demande, eh bien, changer de vitesse en fonction de la lecture des panneaux qui sera observée. S'il y a un changement de vitesse, eh bien, la voiture va vous suggérer eh bien, d'appliquer ce changement de vitesse au trajet en cours. Donc franchement, c'est assez bluffant et ça fonctionne vraiment très très bien. Alors les deux petits bémols, je dirais, c'est par rapport aux réactions. Les réactions qui sont un petit peu brutales. D'une part, au niveau de la vitesse, quand quelqu'un vient s'insérer, même s'il roule plus vite que vous, eh bien la voiture va avoir tendance à piler et à afficher un message d'urgence, alors que c'est pas nécessaire. Et puis sur le maintien dans la voie, si on n'est pas en mode de conduite assistée, si on est juste en train, voilà, de conduire normalement et que l'assistant de maintien dans la voie, ou plutôt l'avertisseur de franchissement de ligne, eh bien détecte qu'on roule sur une ligne, il a tendance à vous renvoyer un peu brutalement au centre de la voie, sans vous ménager, quoi. Donc voilà, ces deux petits points-là, ça mériterait d'être un petit peu plus doux au niveau des réactions. Mais pour le reste, avoir autant d'équipements dans une voiture qui est à la base une citadine, même si tout n'est pas de série, franchement, le fait déjà de le proposer de la part de Fiat, je trouve ça plutôt sympa. Le comportement de cette voiture, il m'a vraiment bluffé. Alors cette voiture, elle a des batteries qui sont logées sous le plancher, comme toutes les voitures électriques. Donc elle a un centre de gravité qui est plutôt bas, ce qui fait qu'elle a un comportement qui est assez prévisible. Et donc, qui dit prévisible, dit finalement rassurant. La répartition des masses, c'est 52% à l'avant, 48% à l'arrière, donc une répartition des masses qui est quasi idéale, qui participe évidemment au fait que cette voiture est très équilibrée sur la route. Le freinage ne manque pas de mordant, on a un ESP qui intervient toujours à bon escient, qui est très rassurant là aussi. Et puis le fait, quand on est sur des voies rapides comme ici sur autoroute, de pouvoir d'une pression sur l'accélérateur, eh bien se dégager d'un mauvais pas, ça aussi c'est extrêmement rassurant. Et ça fait que cette voiture, rouler avec elle sur l'autoroute, c'est pas du tout une plaie, hein. Bien au contraire, cette voiture elle est aussi très agréable sur autoroute. Puisqu'on est sur autoroute, parlons du bruit justement. Cette voiture est-elle bruyante? Alors là où elle est censée se trouver, c'est-à-dire en ville, pas du tout. C'est une voiture qui est très agréable d'un point de vue acoustique. Tant les bruits aérodynamiques que les bruits de roulement sont bien maîtrisés. On a davantage de bruit, il faut bien le dire, sur autoroute, mais c'est pas où on va l'attendre, là où on va l'attendre le plus, hein. Mais on a effectivement un petit peu plus de bruit sur autoroute, notamment au niveau de la vitre arrière, du haillon. On a un petit peu de bruit aérodynamique aussi au niveau des rétroviseurs. Voilà, un peu de bruit de roulement, un peu de bruit aérodynamique. Donc c'est pas la catastrophe, hein, mais voilà, c'est un petit peu plus que ce qu'on aurait imaginé. Mais attention, ça reste une citadine et le fait de ne pas avoir de bruit de moteur qui en général dans une micro-citadine comme celle-ci hurle sur l'autoroute, là le fait de ne pas avoir de bruit de moteur fait que forcément on entend un petit peu plus tout ce qui se passe autour, mais franchement c'est pas dérangeant. Voilà, c'est un petit peu plus que la norme, que ce qu'on aurait voulu, mais c'est pas dérangeant. Au niveau des modes de conduite, on a fait très original chez Fiat. Alors normalement c'est normal, éco et sport en général, hein. Ici on a bien le mode normal qui est le mode qui va privilégier l'élan en fait. Donc qui va proposer peu de récupération d'énergie quand on lève le pied de l'accélérateur, qui va plutôt profiter de l'élan de la voiture. Donc ça c'est le mode normal. On a également un mode range qui donc va récupérer davantage d'énergie quand on lève le pied de l'accélérateur. Ça veut dire qu'en fait il va forcément freiner davantage la voiture, hein, puisque si on récupère plus d'énergie, la voiture freine davantage. Et on peut aller jusqu'au one pedal drive, la conduite à une pédale. Et ça, c'est très agréable.
Donc typiquement le mode range, quand vous êtes en ville, c'est clairement le mode qu'il vous faut. Vous faites tout à une seule pédale. Pour peu que vous preniez un petit peu la peine d'anticiper les choses, eh bien vous pouvez tout faire avec une seule pédale. Vous ne touchez quasiment jamais à la pédale de frein, tellement la récupération d'énergie et donc le freinage au moment où vous levez le pied de l'accélérateur, et si vous le faites violemment, eh bien là le freinage est vraiment très intense et c'est très agréable. Alors il faut s'y faire au début, on n'a pas l'habitude, on a tendance à lever le pied en s'imaginant que la voiture va profiter de son élan, et puis on se souvient, ah ben non c'est vrai, hop, et elle pique du nez. Au début c'est un peu perturbant, mais dès qu'on a l'habitude, eh bien on fait tout avec une seule pédale en dosant la pédale de droite, et c'est vraiment très agréable. Voilà, donc ça c'est le deuxième mode, le mode range. Et puis on a un mode Sherpa qui peut s'apparenter au mode Eco. On aura des fonctions de climatisation qui sont dégradées, on aura une accélération, une vitesse maximale qui seront dégradées également, mais on aura plus d'autonomie. Donc c'est le mode, si vous avez un trajet un petit peu plus long, vous êtes un petit peu limite au niveau de l'autonomie, eh bien c'est le mode qui va vous emmener à coup sûr, j'espère en tout cas pour vous, à destination, en réduisant le confort, en réduisant les performances, mais en maximisant l'autonomie disponible. Un point très important pour une citadine, c'est évidemment le diamètre de braquage. Comment s'en sort-elle cette Fiat 500 électrique? Eh bien avec 9,70 m, elle s'en sort plutôt bien. Alors c'est pas un record, hein. La Renault Twingo fait beaucoup mieux avec 8,60 m, où là on tourne vraiment sur place. Ici c'est pas tout à fait le cas, mais ça reste tout à fait satisfaisant pour une conduite confortable en milieu urbain. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de cette voiture, pour la conclusion de cet essai également, eh bien, je vais m'arrêter quelques instants pour vous parler de ce qui vous intéresse, et c'est bien normal, c'est la consommation de cette voiture et notamment son autonomie entre deux recharges. Combien de kilomètres est-elle en mesure de parcourir entre deux recharges? Eh bien, je sors de l'autoroute, on va s'arrêter un instant et je vais vous donner tous les chiffres qui correspondent à mon expérience vécue durant cette semaine. Voilà, je viens de m'arrêter pour partager avec vous mon expérience en matière de consommation et donc d'autonomie réelle avec cette voiture. Alors je le rappelle, c'est dans mes conditions d'utilisation, hein. C'est pas pour ça que vous aurez la même consommation. Ici en l'occurrence, cette semaine il a fait plutôt beau, plutôt calme, et donc c'est des conditions qui sont relativement favorables. Cela dit, j'ai toujours un parcours qui est composé de 70% d'autoroute dans mes trajets vers mon lieu de travail et retour. Donc c'est une voiture qui est pas faite pour ça à la base, et pourtant j'obtiens quand même une consommation qui est pas incroyable, qui est de 16 kWh au 100, donc c'est plutôt raisonnable. Alors vous me direz que par rapport à des voitures beaucoup plus grosses, forcément c'est normal que la consommation soit moindre. Cela dit, 16 kWh au 100, je le rappelle, c'est avec beaucoup d'autoroutes, 70% d'autoroutes. Là maintenant, pour ce tournage, le parcours que je viens d'effectuer, c'est 30 km, et 30 km durant lesquels la moyenne est passée à 13,5 kWh au 100. 13,5 kWh au 100, jamais consommé aussi peu avec une voiture électrique. 13,5 kWh au 100, et pourtant je viens de prendre sur les 30 km, il y avait bien 10 km d'autoroute. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Je suis assez étonné. Ça veut dire quoi concrètement avec cette voiture? Vous allez pouvoir rouler combien de kilomètres? Eh bien à 130 km/h, là c'est le pire évidemment, puisque plus on monte au niveau de la vitesse, plus la consommation augmente en flèche. Donc à 130 km/h, vous n'atteindrez pas 200 km d'autonomie, on sera aux alentours de 170-180. Aux alentours de 110-120 km/h, là vous allez pouvoir atteindre les 200 km, et puis 200-250 km, c'est ce que vous allez atteindre en cycle mixte en évitant l'autoroute, donc nationale et milieu urbain. Si vous êtes exclusivement en milieu urbain, vous pouvez tout à fait avec cette voiture imaginer rouler plus de 350 km entre deux recharges, et en même temps, à quoi bon, puisque forcément en milieu urbain on roule rarement 350 km en milieu urbain. Donc c'est vraiment sur autoroute et sur nationale que c'est intéressant de savoir combien elle consomme, et en l'occurrence ici vous allez, je l'ai dit, un peu en dessous de 200 sur strict autoroute à 130, 200 sur autoroute à 110 et 200 à 250 sur nationale. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qui va vous rassurer et vous permettre d'envisager des trajets plus longs de manière extrêmement sereine. Mais donc globalement, très bonne surprise de cette voiture, cette Fiat 500 électrique qui est agréable à utiliser, qui est bien équipée, qui a franchement énormément de qualité, et la plus grosse de ses qualités pour certains sera sans doute son autonomie qui est extrêmement généreuse. C'est mieux qu'une Twingo, c'est mieux qu'une Mazda MX-30, c'est mieux que la plupart des concurrentes, si pas toutes les concurrentes en fait. Cette voiture est décidément sacrément bien née.
Avant de passer à la conclusion de cet essai, parlons du prix de cette Fiat 500 électrique berline avec sa batterie de 42 kWh. Elle est disponible en Belgique à partir de 27 900 €. En France, ce sera 27 500 €. Alors signalons qu'il existe également une version d'entrée de gamme, Action, disposant d'une batterie de 24 kWh seulement et autorisant un petit 180 km selon la norme WLTP. Voilà qui sera sans doute suffisant pour pas mal d'entre vous et qui permet d'abaisser le ticket d'entrée puisque dans ce cas-là, le prix d'attaque est de 23 900 € en Belgique et 24 500 € en France, hors bonus et autres aides évidemment sur le territoire français. Alors cet exemplaire est une finition Icon sur le marché belge, équipée de pas mal d'options. Parmi les options, on va retrouver le chargeur par induction qu'on a vu tout à l'heure à l'intérieur, également le câble de recharge mode 3, c'est-à-dire celui qui permet de se connecter à une borne de recharge qui lui est en option. Le câble, je vous le rappelle, pour la recharge à domicile est fourni de série bien évidemment. Le sac de rangement pour le câble de recharge, ça c'est une trentaine d'euros. Donc il y a le câble et le sac de rangement pour le câble. Donc les deux sont en option. On a également la banquette arrière fractionnable, le pack co-driver, le pack siège confort, le pack Magic Eye, le pack style, le pack chrome, le toit ouvrant panoramique, la couleur métallisée, totale de la facture, près de 37 000 €. Et vous, combien coûtera-t-elle votre Fiat 500? Eh bien pour le savoir, configurez-la sur le configurateur en ligne de Fiat et déterminez le prix de votre Fiat 500 électrique. Toujours concernant le prix, je vous conseille évidemment, avant de vous décider, de contacter notre partenaire, c'est Arval, via arval.be, notre partenaire qui propose des solutions pour le leasing pour professionnels et le leasing pour particuliers. Pour les professionnels, ce sera le leasing opérationnel, tout compris, et pour les particuliers, c'est du tout compris également, avec une formule de private lease particulièrement intéressante. Donc prenez contact avec Arval avant de vous décider pour obtenir votre prix. Sur le territoire français, Arval est également présent avec des formules qui sont un petit peu différentes, mais là aussi, prenez contact avec eux si vous êtes sur le territoire français. C'est arval.fr et je suis certain qu'après avoir obtenu votre prix, vous ferez de cette voiture ou de toute autre voiture qu'on essaye sur Charging Station, votre prochaine voiture électrique peut être votre première voiture électrique en surfant sur arval.be. En conclusion, on peut le dire, que ce soit en version berline ou les versions un petit peu moins accessibles Cabrio et Tre Più Uno avec sa portière arrière supplémentaire du côté droit, la nouvelle Fiat 500 devenue 100% électrique est décidément bien née. Performante, plutôt confortable, bien équipée, personnalisable à souhait. Elle est vraiment très attachante au quotidien. Après une semaine passée à son volant, je peux vous dire que s'en séparer, c'est un petit peu un crève-cœur. Les démarrages vifs et silencieux en ville sont un régal au quotidien. Son autonomie généreuse lui permet de ne pas avoir peur de sortir de la ville. De manière plus marquante encore qu'avec une grande berline ou un SUV, elle est la preuve que l'électrification en ville sur une citadine, c'est juste une évidence pour celui ou celle qui veut vivre la route en mode Dolce Vita. Notons que Fiat vient d'annoncer que prochainement la marque Fiat sera la marque du groupe Stellantis qui sera complètement électrique, complètement électrifiée d'ici quelques années. Et si toutes les voitures de chez Fiat qui arriveront en 100% électrique sont aussi abouties et efficaces que celle-ci, ça promet. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Dimanche prochain, je vous le disais tout à l'heure, on a rendez-vous avec le Jeep Compass 4xe 4xe, prononcé comme vous voulez. C'est la version hybride rechargeable. Direction l'Allemagne ensuite avec l'Audi RS e-tron GT, une supercar dont j'ai hâte de prendre le volant et de partager avec vous mes impressions. Et puis direction la Suède ensuite avec le Volvo XC40 en version 100% électrique, la version Recharge qui partage pas mal d'éléments d'ailleurs en commun avec la Polestar 2 déjà essayé sur Charging Station. Et puis début du mois de juillet, on a rendez-vous en République tchèque avec le Skoda Enyaq iV, probablement le modèle le plus populaire actuellement sur la plateforme MEB. Quand on voit les réactions autour de cette voiture, elles sont unanimes, notamment en termes de qualité de finition, d'agrément global, de présentation générale, de look, etc. J'en ai pris le volant il y a quelques jours très rapidement, pendant 1 heure ou 2, j'ai partagé mes impressions avec vous. Là, ce sera l'essai complet de ce Skoda Enyaq iV sur Charging Station, donc dans les prochaines semaines. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station, à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir.